Et on est ensemble jusqu'à midi. De 11h à midi, nous commentons l'actualité avec vous. 0826 300 300, également le Facebook de Sud Radio, Twitter. Vous pouvez réagir quand vous le voulez. Aujourd'hui, pour commenter l'actualité, Jérôme Ripoul, bonjour. Vous êtes directeur associé de l'agence Confluence et co-président d'Opinionway. Bonjour. C'est exact. Opinion Valley, Valérie. Pardon ? Opinion Valley. Pourquoi j'ai dit Opinionway ? Oui, c'est voilà, Opinion Valley. François Coq, enseignant essayiste. Vous avez publié l'impératif démocratique. Bonjour. Bonjour. Matteo Ghisalberti, nous prenons des risques ce matin en recevant un Italien, rédacteur en chef de Putsch. Bonjour. Le nouveau média franc-tireur. Et Sophie de Menton qui vient d'arriver. Bonjour. Chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Coronavirus, on va en parler avec vous. Est-ce que vous irez voter au municipal ? Un sondage qui est tombé ce matin nous apprend que 28% des Français envisagent de ne pas aller voter par crainte de risque de transmission. Qu'avez-vous changé dans vos habitudes ? 0826 300 300. Pascal Praud menacé par des rappeurs. Le rap est-il violent par essence ? Est-ce qu'il faut porter plainte ? Est-ce que toute plainte aujourd'hui contre des rappeurs est vouée à l'échec ? Et puis on va parler également de ces manifestations féministes avec des violences policières pour certains, une juste réponse pour les autres. On va attendre vos réactions et le débat qui promet d'être chaud. Vos coups de cœur, vos coups de gueule, ce qui a retenu votre attention dans l'actualité. Jérôme Ripoul, on va commencer avec vous. Oui, alors moi j'ai pris un coup de gueule un peu particulier, un peu complexe. C'est les conditions d'accès aux médias durant la campagne électorale municipale qui sont régies par le CSA. Ouais. Et en fait, dans la présidentielle, on a une égalité des candidats, ça paraît assez logique. Tous les candidats qui arrivent à franchir, qui ont les parrainages peuvent avoir un temps égal de parole. Et pour ce qui concerne les municipales, c'est pas du tout le cas. Et je trouve que le CSA fixe des règles d'équité qui sont extrêmement complexes et qui sont, et là je me situe un peu de votre côté, qui sont pour les médias difficilement applicables malgré tout et qui surtout empêchent l'émergence de candidats sans étiquette, comme on le voit beaucoup. Ouais. Donc en clair, il y a Oui, parce que comment est-ce qu'ils sont comptabilisés ces candidats ? Ils sont comptabilisés suivant 3 critères qui sont extrêmement complexes, qui sont la représentativité aux élections précédentes, la part de la contribution des partis à l'animation du débat, oui, c'est assez complexe, et après les indications dans les sondages. Donc à partir de ça, il sort quelque chose qui est une cote mal taillée et qui ne se vérifie qu'à la fin des élections, c'est-à-dire qu'on ne saura que dans les grandes villes, que si les candidats ont eu accès aux médias, qu'à la fin, et ça sera bien entendu trop tard. Oui, mais il y a trop de candidats. Il y a trop de candidats. Mais ça changeons la loi, Madame de Menton. Non, mais c'est pas ça. C'est que au-delà de la boutade, oui. C'est vrai que le nombre de candidats qui se présentent, si on veut une équité, ça devient ridicule. Il y a des candidats qui sont là. Pour faire un peu de présence. Je trouve ça très compliqué. En plus, les règles ne sont pas les mêmes pour les médias audiovisuels, la presse écrite du tout. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est très, très curieux. Alors, voilà, Oui. Voilà. Ça vous, oui, François. Non, moi je suis contre tout scrutin censitaire et donc à partir de là, moi je pense que c'est bien qu'on ait du monde qui se présente, qu'il y ait une diversité. C'est pas censitaire, hein. Si, parce qu'à partir du moment où vous dites qu'il y a trop de candidats, vous voulez restreindre ce nombre de candidats. Donc à un moment donné, il va bien falloir que vous définissiez une règle et que vous définissiez une norme. Et moi, je suis contre. Il aurait le droit de se présenter. Non, mais c'est la suite logique. Il n'y a pas vraiment de solution, oui. Ça veut dire que. La solution, c'est que si vous ne faites pas 5%, vous n'êtes pas remboursé. Ouais. Donc c'est à votre coût. Donc voilà, ce qui élimine quand même les listes très fantaisistes. Oui, mais aussi cette façon de rembourser uniquement, on a vu les magouilles qui peuvent s'en suivre, c'est pas évident non plus. Alors Matteo, votre coup de gueule. Mon coup de gueule, c'est naturellement lié au coronavirus, mais je pense qu'on en parlera plus largement. Oui, on en parlera tout à l'heure sur l'Italie, on parlera de l'Italie avec vous. Coup de gueule. Le premier coup de gueule, c'est l'attitude qu'il a M. Erdogan vis-à-vis de l'Europe, en particulier de la Grèce, et l'attitude qu'il a l'Europe vis-à-vis d'Erdogan, qui s'est fait passer pour un martyr et fait passer des migrants pour des martyrs. Effectivement, ces personnes sont sous l'emprise de ce gouvernement turc, mais il faut aussi rester un peu froide parce que il faut pas oublier que M. Erdogan a mis en place des lignes aériennes qui relient par exemple certains pays où il n'y a pas des situations de guerre à la Turquie, justement pour favoriser après le passage en Europe, pour avoir encore plus de poids, de négociation vis-à-vis de l'Europe. Or, ce que je pense, c'est que
avant de condamner, de dire attention parce qu'on n'accueille pas, etc., bien sûr, il faut accueillir, mais on a déjà assez de recul par rapport à ce qui s'est passé en Italie, à Lampedusa, à Ceuta, en Espagne, Maroc. Il ne faut pas non plus oublier que ces migrants sont utilisés par des réseaux ou par des gouvernements pour faire pression. Donc, ils utilisent des êtres humains. Ouais. Donc moi je préfère défendre l'être humain plutôt que dire ils sont méchants les Grecs ou les Italiens ou les Espagnols qui refusent l'arrivée des migrants. C'est un débat effectivement extrêmement complexe et c'est vrai que dans les jours qui viennent, on va certainement devoir... C'est un peu énervant de voir que un gouvernement menace les autres et d'ailleurs les autres ont chacun à sa position licite, mais on ne peut pas être représenté que par l'Allemagne, typiquement. Parce ça prouve encore une fois finalement l'impuissance totale de l'Europe, que ce soit sur le plan de la santé publique, que ce soit sur le plan des pseudo-frontières qui n'existent pas, qui devraient exister, qui ne devraient pas exister. Ah maintenant, attention, parce que les frontières existent. Je vous rappelle que, justement... Elles existent, mais... vous voyez, avec le coronavirus, maintenant, il y a même des frontières à l'intérieur de l'Italie. Donc les frontières, on peut les utiliser. C'est vrai, mais elles sont très psychologiques. François, vous voulez dire un mot sur ce que vient de dire Mathéo? Ça prouve surtout que l'Europe, comme d'habitude, se défausse. Elle a été faire quand même un deal absolument absurde, argent contre migrants avec monsieur Erdogan, et aujourd'hui ceux qui subissent les conséquences du fait des accords et des directives de Dublin, ce sont les Grecs qui sont confrontés à une situation extrêmement compliquée à gérer. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'Europe. Bien sûr, ils ont raison de s'activer, les ONG, etc., pour porter secours, mais attention à s'emballer, parce que je dis, on ne peut pas passer à côté du fait que chaque pays est souverain, et chaque pays a la nécessité de protéger ses frontières et d'intégrer surtout dans ces moments. Moi, je dirais, c'est pas qu'il n'y a pas d'Europe, c'est qu'il n'y a pas assez Jérôme d'Europe. Ripoul. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en clair, on voit que sur Frontex, ça fait des années... Oui, il y en a trop. D'un point de vue administratif et législatif, oui. Il y en a trop. Mais sur les questions notamment de frontières, il est évident qu'on a trop traîné. C'est plutôt mal. Et que confier la politique d'immigration à la Turquie, c'était complètement aberrant. Sophie. Alors moi, j'ai trouvé ça charmant. À un moment où les rumeurs, les fake news, etc. nous étouffent et nous tuent, il y a Bouka qui est sorti et c'était intéressant de se rappeler ce que c'était que les potins. Ce que c'était que les commérages, ce que c'était d'ailleurs que la tradition orale, il paraît que toutes les traditions, tout ce qu'on a, etc., ça vient des lavoirs, où les femmes étaient ensemble en train de laver leur linge dans les villages. Et on dit que c'est très bon pour la santé, le potin. Ça fait à peu près 15%, 15 ou 20% des conversations. Ça fait vivre les choses et ça provoque physiologiquement un bien-être, de pouvoir parler des autres, ça libère les endomorphines. Et donc, il y avait une étude qui a été publiée par une psychologue californienne en 2019 qui était tout à fait intéressante. 14% du temps des conversations en général, hommes et femmes confondus, messieurs, ce sont des potins. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi à quel point ce qui a été innocent et ce qui a été, même si d'ailleurs les ragots n'étaient pas terribles. Enfin, il n'y avait pas les réseaux sociaux, Sophie, c'est bien ça la différence. Et donc la différence entre les rumeurs aujourd'hui, ces réseaux sociaux, etc. Enfin, c'est nous, chacun d'entre nous qui est responsable de ça aussi. Il faudrait le rappeler. Vous n'êtes pas la dernière. Gossip a remplacé Potin, quoi. Oui, c'est ça. À l'époque du coronavirus, moi je pense justement aux Italiens, on en parlera, qui sont confinés chez eux. Le potin via Internet, ça va peut-être les aider un petit peu. Enfin, je souris un petit peu. On va pouvoir s'amuser via WhatsApp, via... Enfin, bon, je rappelle au passage que je suis extrêmement contre le confinement. Bon. Oui, on va en reparler. Je vais vous donner la parole dans un instant, François Coq. Je voulais juste signaler une chose très importante, c'est que le camembert va rester au lait cru. Les fabricants de camembert à base de lait pasteurisé n'auront pas le droit d'inscrire l'appellation d'origine protégée AOP Camembert de Normandie sur leurs produits. Seuls les fromages fabriqués dans cette région à base de lait cru pourront porter cette mention. C'est une très bonne chose. Je voulais vous annoncer cette très bonne nouvelle en ce lundi matin. Est-ce que vous voulez qu'on dise un mot de Woody Allen, son livre
Enfin, tout ça est Woody tellement... Allen, le groupe Hachette a annulé vendredi la publication de son autobiographie au lendemain d'une manifestation d'une dizaine d'employés. Donc sa fille adoptive ainsi que son fils ont protesté. Il y a un texte très fort d'un de ses filles. Oui. Rappelle le quotidien, il est accusé d'avoir abusé d'elle alors qu'elle avait 7 ans, ce qu'il a toujours démenti. Et il y a un texte assez fort d'un autre de ses enfants qui est absolument glaçant sur le comportement de Mia Farrow, qui a quand même 3 de ses enfants qui se sont suicidés. Alors, on ne sait pas, vous parliez des potins, des rumeurs, je trouve tout ça très compliqué. Je ne commenterai pas, mais parce qu'effectivement, ce serait rentrer là-dedans. Et comment voulez-vous qu'on sache autour de cette table ce qu'a fait vraiment Mia Farrow et Woody Allen? Ce que je sais, c'est que c'est encore une fois un homme très talentueux qui nous a fait rire, etc. On sort un livre sur lui. Je veux dire, ça, c'est de la censure. Ça, je pense que c'est de la censure. François Coq. C'est très compliqué de laisser le monde de l'art et le monde de la culture juger certains des siens. À un moment donné, il y a des structures d'ordre juridique qui sont en place en France et dans les autres pays. Et c'est compliqué de les dessaisir pour livrer les gens à une réponse populaire sans avoir l'ensemble des données. Maintenant, il y a des tribunaux populaires. Et je ne pense pas que ce soit la meilleure méthode. Il y a des tribunaux populaires effroyables. Moi, je me garderais bien d'avoir une attitude tranchée là-dessus. Parce que je ne sais pas ce qu'a fait Woody Allen. Je sais qu'aujourd'hui, on le saurait. Et je trouve que c'est d'une certaine manière, c'est pas mal parce que, alors certes, on peut dire c'est la police de la pensée. Et qu'a fait Mia Farrow? Parce que vous êtes systématiquement en train de dire qu'a fait Woody Allen. Moi, ça m'intéresserait de savoir qu'a fait Mia Farrow. Ce que je veux dire, j'ai pas une vie, ma tourelle ne cible pas, du côté des femmes. Ne cible pas forcément. Non, ne cible pas forcément Woody Allen. Mais je trouve que c'est bien qu'on ait parfois des gens qui ont une face cachée tellement importante qu'elle surveille. Alors je n'en sais rien pour Woody Allen, mais je trouve que c'est bien qu'on ait une transparence un peu supérieure à ça. Mais c'est très Mais c'est très subjectif. Et puis là, on voit bien qu'on est dans une vague de fond. Moi, je m'interroge aussi sur le fait que on a de plus en plus de personnalités qui étaient à la mode ou qui étaient à la pointe de leur succès, comme on dit exactement, au maximum de leur succès dans les années 70, 60, etc., qui étaient des intouchables et qui se retrouvent... Mais c'est vrai aussi. C'est vrai, oui. Oui, enfin, dans le sens... Après, honnêtement, je suis un peu toujours craintif quand on me dit qu'on ne publie pas quelque chose pour des raisons de... Mais en même temps, par exemple, il y a eu aussi le cas Maznev, et on ne peut pas publier des choses qui incitent à la pédophilie. C'est vrai, mais c'est la grande lessive en ce moment. Oui, mais bon, mais je regarde aux années 60 et 70. On a envie aussi peut-être de dire qu'il y aura des dommages collatéraux, que c'est terrible, mais que en compensation, il y a des femmes qui vont s'exprimer et qui vont dire des choses vraies. Il y aura des dommages collatéraux. Attention que ce que disent les femmes aussi soit pas forcément systématiquement la vérité. Moi, je me pose cette question, quel est l'intérêt des femmes d'aller s'exposer et de faire Valérie, ça? Quel est l'intérêt? Dans les entreprises, vous voulez que je vous explique? Parle pas des entreprises. Les entreprises, c'est le monde, c'est la vie quotidienne, tous les salariés qui vont tous les jours. Et vous, maintenant, vous faites mine. Dieu sait si je ne nie pas les vrais cas de harcèlement, vous faites mine d'être un peu harcelé par quelqu'un, terminé. Oui, mais enfin, bon, on sait très bien, on a tous vécu à l'entreprise que dans les entreprises, il y avait des choses qui étaient... C'est une réalité aussi. Partout. Moi, je pense que le balancier est allé trop loin, il revient, et comme vous le dites, il va se fixer peut-être au milieu, et on ira à notre époque. Allez, on va marquer une pause, et on aura le coup de gueule de François Coq, qui est en lien avec le coronavirus d'une certaine manière. À tout de suite. Débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. François Coq, votre coup de gueule. Écoutez, moi, je voulais parler, que ce soit lié au coronavirus ou non, de la désorganisation de l'État qu'on constate quand même de plus en plus. Ce qui m'a fait penser, c'est qu'on est le 9 mars et cet après-midi, ma fille qui est en collège, va avoir son premier cours d'éducation musicale de l'année. Autrement dit, ça fait 7 mois qu'elle n'a pas d'enseignant dans cette matière. Donc, bien évidemment, derrière, toute la politique de recrutement, le recours contractuel, tout ça explique aujourd'hui qu'on en arrive à ces situations. Mais de la même manière, vous savez que je suis enseignant, et moi, j'entends mon ministre dire depuis des semaines, j'entends le Premier ministre nous redire qu'il faut bien se laver les mains, qu'il faut utiliser... Il n'y a pas de savon. Mais il n'y en a pas dans l'établissement. Et on n'a pas de gel non plus pour se laver les mains et pour faire laver les mains aux élèves. Il n'y a pas de savon. Enfin, tout le monde imagine et voit bien quand même ce que c'est que les toilettes dans les établissements scolaires ou dans un collège. Donc, à un moment donné, c'est pas la faute de l'État, ça.
Ah non, c'est pas la faute de l'État. Et l'État ne pouvait pas anticiper. Je vais répondre. L'État ne pouvait pas anticiper et commander les gels dont tout le monde se sert aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette impréparation qu'on voit aujourd'hui? Je vais au bout sur la question de l'hôpital. L'irresponsabilité du chef d'entreprise qui est le chef de l'établissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais le chef de la hiérarchie, c'est l'État. Non, il faut privatiser. Mais c'est l'État. C'est n'importe quoi. Vous êtes en train de dire que revenons au public. Sophie de Menton, écoutez-moi un instant, s'il vous plaît, arrêtez de m'interrompre à chaque fois que j'ouvre la bouche. Écoutez, ce que je dis sur l'éducation nationale vaut dans l'hôpital. Regardez dans l'hôpital. Aujourd'hui, on voit que le nombre de lits de soins intensifs a la plus forte proportion en Allemagne et la France est en queue de peloton. Et aujourd'hui, comment gère-t-on la crise du coronavirus alors même que dans le budget 2020, celui qui a été voté il y a 3 mois, le plus grand nombre de suppressions de postes ont eu lieu sur la question de l'hôpital public, où les dépenses ont été plafonnées pour l'hôpital public. C'était il y a 3 mois, où les mesures qui auraient pu être prises il y a plusieurs semaines, par exemple pour commander des masques, ne l'ont pas été et où on voit que les personnels de santé sont aujourd'hui démunis. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que le service public tient uniquement grâce au dévouement, à la force et à la qualité de ses agents, mais que tout en haut, ceux qui nous gouvernent sont imprévoyants, inconséquents et incompétents. Alors, je veux bien juste répondre. Juste une seconde, ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas de savon dans les écoles. Valérie, j'ai une amie enseignante dans une zone prioritaire, il n'y a pas de savon. Alors je vais vous répondre là-dessus. là-dessus. Premièrement, vous ne pouvez pas dire, il est vrai que Agnès Buzyn, qu'on l'aime ou pas, ce qui n'est pas forcément mon cas politiquement, elle a été la seule qui a remis de l'argent dans l'hôpital. Donc c'est faux. Non, ça a été vérifié au débat. C'est faux. Ça a été vérifié. Non, c'est faux. Remis de l'argent. Non, elle a remis de l'argent qui n'avait. Non, mais Sophie Menton, elle a remis de l'argent qui n'avait pas été consommé. C'est faux. Elle n'a pas remis d'argent. Elle n'a pas remis d'argent. Elle a juste payé ce qu'elle aurait dû payer. Ils ont repris une dette. Ça a été contrôlé au grand débat. Mais c'est ridicule. Revenons sur un point. Il n'y a pas de savon dans les écoles, dans un grand nombre d'écoles. C'est un point très concret. Ce que je veux dire, c'est que si notre organisation fait que dans une école, le fait qu'il y ait du savon dépend de l'État, nous sommes un pays foutu. Mais c'est une administration d'État. C'est une administration d'État. Mais une administration. C'est comme s'il n'y avait pas de masque dans les hôpitaux, c'est ce qui se passe. C'est bien ce que je dis, c'est que l'État est impuissant à veiller à tout ce type de détails, entre guillemets, bien que ce n'en soit pas un en ce moment, que je trouve absolument effondrant qu'un chef d'établissement, qui est un directeur d'école, ne puisse pas lui-même avoir la liberté ou même les finances nécessaires pour dire il faut du savon dans mon école. C'est ça qui est vous comprenez qu'il n'y a pas de gel hydroalcoolique. Vous comprenez qu'on ne peut pas le commander parce qu'il n'y en a pas. Mais du savon ou du gel hydroalcoolique. Voilà, c'est pas. Mais le gel hydroalcoolique, tout le monde nous dit qu'il faut en mettre partout. On est arrivé sur ce plateau, il y en avait, on peut se nettoyer les mains. Vous arrivez dans une école, j'ai 900 élèves qui tournent toute la journée. Vous savez comment c'est, les adolescents. Vous croyez qu'ils se touchent pas dans tous les sens et qu'il n'y a pas de contact? Alors, je suis d'accord avec vous, sauf que d'abord, il y a aussi le rôle des parents. Quand on a des parents, on donne on dit à ses enfants. Alors, Sophie, à l'école, vous avez des problèmes. Il y a des problèmes de toilettes dans les écoles. Il faudrait d'abord qu'il y en ait dans les pharmacies. Mais non, il faudrait d'abord qu'il y en ait dans les pharmacies. Mais vous êtes à côté de la plaque. On parle d'un truc précis. Vous allez à l'école, on vous dit il faut vous laver les mains 5 fois par jour. Il n'y a pas de savon. Il n'y a pas de papier hygiénique quelquefois dans les toilettes. C'est ce que j'ai dit, il n'y a pas de papier hygiénique dans les petites classes. Ne me parlez pas de pharmacie de gel, je suis en train de répondre à autre chose. Je vous dis qu'il est lamentable dans notre pays, et je suis d'accord avec vous, que le chef d'établissement n'ait pas le pouvoir d'autorité, le pouvoir financier d'être capable de mettre du savon dans son établissement et d'acheter du gel. Ça, c'est un problème, c'est un problème managérial. C'est un problème managérial. Voilà, absolument. De gouvernance. Mais c'est lamentable. Je suis d'accord, mais vous répondez à côté de ce que dit François Coq, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cohérence entre nous dire il faut se laver les mains. Les services publics sont au bout du rouleau. Je suis d'accord avec vous, il y a trop d'État, mal d'État. Mathéo, je pense qu'il y a un peu de deux problèmes, dans le sens que là, effectivement, l'histoire dans une situation de ce type, moi, ça m'a fait un peu rigoler quand je vois des affichettes qui ont eu un coût. Imprimer ces affichettes plutôt qu'imprimer ces affichettes qui rappellent des gestes mais que dans la pratique on ne peut pas effectuer. Alors j'aurais préféré avoir de savon et plutôt qu'avoir des affichettes, mais encore une fois la décision est prise d'un côté peut-être par quelques directions de je ne sais pas quel type au niveau du ministère pour autoriser des dirigeants d'entreprises, d'établissements qui peuvent effectivement déclencher un rachat de ce type de choses, mais en même temps
l'État n'a pas encore anticipé le fait que qu'on a envoyé en Chine aussi je ne sais combien de tonnes de masques. Écoutez, moi, je ne veux pas parler toujours de l'Italie, mais malheureusement, on se retrouve dans cet état en Italie aussi parce que l'État a été imprévoyant, a été il n'a pas été assez il n'a pas regardé aussi loin, mais surtout pendant des années, on a coupé dans les dépenses de l'État et l'école en a fait les frais. On a des gens qui doivent apporter le papier toilette pour leurs enfants dans les écoles publiques italiennes. Ça se passe aussi en France. Et la santé en Italie, maintenant, est au-delà du bord du gouffre, parce que cette crise a bloqué a surchargé toutes les réanimations, etc. Et si on ne fait pas quelque chose, on arrive aussi ici en France. Mais ce que je veux dire, c'est par exemple l'anticipation. Il faut se recentrer sur les missions régaliennes, trop d'État, trop cher. De faire produire le liquide par les pharmaciens, c'est très bien. Mais donner aussi la possibilité de les disposer tout de suite à l'entrée des écoles. Alors, moi, mes enfants sont dans une école privée. Et ce que j'ai constaté, j'étais étonné de voir qu'ils n'avaient pas le droit de garder dans leur poche une petite bouteille de liquide hydroalcoolique. J'ai dit, moi, personnellement, cette fois-ci, s'ils te disent quelque chose à mes enfants, je dis, ils parleront avec papa. Et pourquoi ? Pour quelle raison ils n'ont pas le droit ? Contrôle, peut-être. Non, mais parce que c'est au début d'année, il y a toute la charge de choses, etc. D'accord, mais... On va marquer une toute petite pause. 0826 300 300. Racontez-nous ce qui se passe dans les écoles de vos enfants. On en parle avec vous. Et puis sur le fait, est-ce que vous irez voter ? Est-ce que vous avez peur d'aller voter comme 28% des Français qui envisagent de ne pas y aller ? À tout de suite. Quand même pas Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Et on continue de débattre et de s'engueuler même pendant la pub à propos du savon. Je veux dire, c'est vrai que ils n'ont pas les moyens, les directeurs d'établissement. C'est ça qui est dramatique. Les infirmières qui vous disent il y a plus de serpillères. C'est un autre sujet. Non, c'est pas un autre sujet. C'est le directeur de l'hôpital a un peu plus de marge de manœuvre. Donc moi, je voulais revenir sur un point qui est important. Alors, Jérôme Ripoul. C'est que effectivement, il y a un problème qui est lié à la centralisation de l'État, et je pense que c'est plus managérial qu'une histoire de moyens par rapport à ce que dit Sophie. Et que deuxième point, c'est qu'on s'est complètement dépoilé sur notre production industrielle. Aujourd'hui, 80% des molécules pharmaceutiques sont fabriquées en Inde et en Chine. Donc dont le Doliprane. Bravo, effectivement, les pièces des points liés. Deuxièmement, les masques, on a, je crois, 1 ou 2 fabricants en France. Et là, il est au taquet, le gars. Mais il y a aussi celui qui produisait des thermomètres à l'ancienne, qui a repris des machines qui ne marchaient plus depuis... Du mercure je pense, c'est en Seine-et-Marne. Donc ça aussi nous interroge sur la manière dont on a vécu la mondialisation, et donc il faut quand même qu'au niveau sanitaire, on réintègre, on renationalise. Mais là, on est parti de quelque chose de très concret. Il y a une association de parents d'élèves dans les Hauts-de-France qui réclame du savon dans les écoles. C'est vrai que ça fait longtemps que ça aurait dû, que ça devrait être là, qu'il devrait y avoir du savon. Ça paraît être une aberration, mais qu'on l'ait pas mis. Il y a une auditrice qui nous dit, nous, ils ont collé des affiches sur les gestes à suivre dans l'école, sauf qu'il n'y a toujours pas de savon. Et que les affiches coûtent cher. Alors si on n'a pas les moyens d'acheter le savon, on ne fait pas ça. C'est des photocopies. Non mais attendez. On a un problème, c'est que, excusez-moi de revenir aux dates et de redire que nous sommes le 9 mars. Il y a une date, il y a une note du ministère de la Santé qui est en date du 13 janvier. Qui minimise la situation, qui dit que le risque d'importation du coronavirus depuis la Chine vers la France est un risque extrêmement faible. Mais autrement, mais c'est pas simplement ils se sont trompés. À un moment donné, les gens qui nous dirigent sont incompétents, ne prennent pas les bonnes décisions. Vous êtes toujours là pour essayer de trouver des excuses au planqué. Voilà. Mais la responsabilité individuelle. Il y a des gens qui sont responsables. C'est quoi la responsabilité ? C'est que moi je nomme et ce que vous protégez. On se calme. C'est quoi la responsabilité individuelle dans une école où il n'y a pas, dans des écoles, des centaines d'écoles en France où il n'y a pas de savon ? Je suis d'accord. Moi, personnellement, pardonnez-moi, d'ailleurs ça n'arrive pas dans les écoles privées, sauf peut-être exception, mais ça n'arrive pas. Pardonnez-moi, mais je suis directrice d'établissement, on dit de faire je réagis à la seconde, mais le directeur d'établissement, vous êtes en train de me dire qu'il a juste le pouvoir de dire j'ai pas de savon. C'est un pays qui est effectivement foutu si le service public est géré comme ça. Mais François, on peut quand même se dire qu'en matière de savon, ça fait des années, des dizaines d'années qu'il n'y a plus de savon dans les écoles publiques. Et de papier toilette. Donc c'est pas nouveau. Alors là, les méthodes prophylactiques effectivement et pasteuriennes reviennent, et on se dit on n'est même pas capable de faire ça
ça, de se laver les mains. Si vous allez dans le métro Pasteur, vous trouvez les indications, les stations du métro Pasteur, il y a ces rappels. Mais comprenez ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la communication du gouvernement, c'est uniquement justement de la communication. On vous dit, lavez-vous les mains et point barre. Derrière, il n'y a aucune mesure concrète qui est mise en œuvre. C'est ça que je dis aussi. Quand il y a l'alerte attentat, il y avait des affichettes que, franchement, ça me faisait rigoler parce que j'ai dit, donnez cet argent pour faire les affichettes, ça sert à pas beaucoup, mais disposez-le pour l'armée, pour les gens qui nous protègent effectivement, parce que moi, de savoir qu'il y a une porte fermée plutôt qu'une ouverte, je m'en fous, je veux être protégé contre les terroristes. Voilà, c'est la même chose. Sabine nous dit, je travaille sur une base de loisirs dans une grande métropole, plus de savon, ni de gel, ni de lingettes, ni de désinfectant. Une autre auditrice nous dit une chose intéressante, on dit que les pharmacies peuvent fabriquer leur gel. Oui, absolument. Mais nous aussi, on pourrait. Sauf qu'ils n'ont pas les contenants. Ils n'ont pas les contenants. Ah oui, le verre, c'est ça, il manque de flacons. Donc on est encore bien barré. Et puis une autre personne nous dit, avant on apportait son morceau de bois pour se chauffer, pourquoi les élèves n'apportent pas leur propre savon? C'est la méthode D, quoi. C'est de régression extraordinaire. Avec plus dans les pharmacies, tout simplement. Non, mais des savons. Non, mais les savons. Ils vont se trimballer le savon pour aller Un cas extrême, je dirais. C'est un cas extrême, oui. Non, mais on pourrait quand même utiliser. On n'a plus le droit aujourd'hui, un pharmacien ne peut plus vendre de l'alcool à 90 à un particulier, ce qui est une aberration totale. C'est-à-dire qu'on pourrait aujourd'hui fabriquer nous-mêmes nos gels hydroalcooliques. Sauf que les pharmaciens ne peuvent diffuser la recette. Tout à fait. Et ailleurs, on peut le faire. Regardez ce qui remonte de nos auditeurs. Gwenaëlle nous dit, je suis ambulancière, et les stocks de masques sont épuisés pour nous. Donc on est dans une espèce de double communication, de précaution. D'ailleurs, on a un petit peu de mal à comprendre si les événements sportifs seront annulés ou pas. Et le concret des gens qui sont sur il y a un manque de bon terrain. sens absolu et des contradictions permanentes. Alors, 28% des Français envisagent, selon un sondage IFOP, de ne pas aller voter par crainte des risques de transmission du coronavirus. N'importe quoi. Pierre nous dit 28%, c'est le taux d'abstention habituel, sauf que là, ça risque d'être encore plus important. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui s'abstiennent et ceux qui n'y vont pas, qui auraient voulu y aller. C'est pas le taux d'abstention. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques jours qui dit qu'on s'achemine c'était avant le pic de coronavirus qu'on connaît aujourd'hui, qui dit qu'on s'achemine vers le plus fort taux d'abstention pour des municipales sous la Ve République, puisqu'il y aura une participation de 62% à peine, donc la plus faible depuis 1958. Et là, le sondage que vous nous donnez, ça veut dire c'est des gens qui, en plus de ça, pour le risque lié au coronavirus, vont ne pas aller voter. Autrement dit, l'abstention va encore être renforcée. Donc on va avoir quand même une élection qui va se dérouler dans des conditions très politiques et démocratiques très particulières. Et moi, je m'interroge sur l'empressement qui a été celui du ministre de l'Intérieur et du président Macron de dire qu'il fallait absolument tenir ces élections et que la démocratie ne pouvait pas être confinée. Ce qui est un argument qui n'en est pas un. D'ailleurs, en termes de confinement de la démocratie et de mise en quarantaine de la démocratie, on a vu ce que ça donnait avec l'usage du 49.3. Mais il y a, je pense, derrière qu'il y a des arrière-pensées dans la tête de M. Macron, qui se dit qu'il a là la possibilité d'invisibiliser une élection. La théorie du complot. Oui, mais bon, vous êtes fatigante. Vous pouvez pas. Ah oui, vous aussi. D'invisibiliser les élections dans lesquelles il sait qu'il va avoir un résultat extrêmement modeste, et il y voit là une certaine opportunité politique. Je suis pas sûr. J'entends, c'est un argument qu'on peut entendre, mais j'en suis pas sûr pour une raison principale, c'est qu'on n'a pas les résultats des 28% qui n'iront pas voter, mais à mon avis, il y a surtout des seniors. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui sont le plus atteints par le Covid et qui ont le plus de chances d'avoir une maladie grave. Et donc là, pour le coup, ça remet en cause quand même le positionnement d'un électorat qui est plutôt Macron compatible et plutôt LR et RN compatible. Et là, je ne sais pas ce qui peut sortir. Ça peut vraiment changer la donne et les résultats. Qui s'est rabattu sur Macron aux élections européennes parce qu'il incarnait à ce moment-là le parti de l'ordre et qui serait peut-être tenté à ces municipales du fait de l'implantation locale de la droite et de LR notamment de revenir au bercail. Peut-être. Est-ce qu'on peut dire un tout petit mot sur l'hystérie qui est déclenchée ? Parce que l'hystérie médiatique, mais les médias se font le relais là du gouvernement, mais on est dans une hystérie folle. Je veux dire, il faut heureusement rappeler quand même que 98% des gens guérissent de cette maladie, qui n'est pas une grippe. Il faut arrêter de paniquer les gens. On va avoir un problème économique dans le pays. Tout le monde dit pas ça, Sophie. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'interrogations. Il y a beaucoup de questions. Mais il y a beaucoup d'interrogations. Mais il y a une hystérie qui est néfaste. L'hystérie, ce n'est pas la prévention. Mais il n'en ferait pas assez. Soit on en fait trop, soit on en fait pas assez. Principe de précaution, donc il faut n'importe quoi. Non, principe de transparence. Je trouve
trouve qu'il y a principe de transparence. Nous ne sommes pas spécialistes du coronavirus. Non. Personne ne l'est. Et même les spécialistes aujourd'hui. Voilà, donc la précaution est peut-être. Non, la précaution à ce point d'hystérie, je trouve qu'elle est inquiétante. Mais franchement, moi je vois pas d'hystérie. Je vois pas des Français qui se précipitent dans les supermarchés. Enfin, il y a eu quelques cas, mais c'est anecdotique. Oui. Non, mais il n'y a pas de stratégie du hamster, comme disent les économistes. Il y a 23% des Français qui ont fait des réserves. Oui, d'accord. Sur 4, pratiquement. C'est quand même. Oui, mais il n'y a pas non plus. On n'a pas vu des gens se précipiter sur les papiers hygiéniques. Si vous voulez, je suis d'accord. Mais si vous voulez, ce qui est très inquiétant, c'est cette histoire de stade 2, stade 3, pourquoi pas stade 4, etc. C'est très inquiétant. Nous, je suis désolée, je vois des boîtes au sein d'éthique qui sont paniquées. Il y a une boîte déjà qui a dit ça continue. J'ai déjà eu les gilets jaunes, je dépose le bilan. Moi, j'ai très peur de ça parce que c'est pour les salariés que j'ai peur et pas pour l'entreprise et le méchant capitalisme. C'est le confinement, là. C'est le confinement. Et puis alors, on est en train de prendre des mesures, juste une seconde, des mesures sans arrêt dans les bureaux. On nous a dit de laisser 1 mètre entre chaque bureau. Avec les collaborateurs qui ont été serrés dans le métro pour venir pendant 3 quarts d'heure. Mais par contre, bon, voilà. Alors, il y a beaucoup de choses allez-y. Il y a beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, je dois parler encore une fois de l'Italie parce que c'est l'exemple de ce qu'on ne doit pas faire, mais qu'on doit aussi faire, dans le sens que on a pris ces mesures draconiennes maintenant quand il y a 16 millions d'habitants, c'est l'Île-de-France pour faire une comparaison, qui doivent être restés bloqués chez eux parce qu'ils risquent aussi la prison. Il faut dire que c'est pas vraiment démocratique quand on est en plus malade. En Russie aussi, ça ressemble à la Russie, il y a 5 ans d'emprisonnement. Non, mais justement, et il n'y a pas Salvini au gouvernement. Je rappelle toujours, parce que il y a aussi les commerces et tout ce qu'ils disent que maintenant c'est la faute souverainiste qui voulait les quarantaines. Mais si on avait fait les quarantaines il y a 1 mois, comme on avait demandé, peut-être on n'aurait pas 16 millions de personnes bloquées. Et quand j'entends parler effectivement de problèmes économiques, parce que l'Italie n'a pas eu les gilets jaunes, mais ils n'ont pas eu une économie qui était florissante. Comment on peut dire au niveau gouvernemental qu'on prend une décision de ce type sans avoir pensé au fait qu'il y a un impact sur les salariés, qui seront au chômage. Alors, on a un auditeur avec nous, Philippe est en ligne. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'avoir patienté. Alors, est-ce que vous irez voter ? Alors, par où commencer? Oui, alors pour aller voter, oui, moi je vais aller voter, mais s'il faut, j'irai avec mon stylo comme ça. Oui, comme Nadine Morano, c'est elle qui a mis ça, voilà. Voilà, mais par contre, j'irai bien sûr avec toutes les précautions. Alors moi, si vous voulez, je suis ambulancier. Alors, moi déjà, je voulais dire en fait que, alors l'hystérie de Madame... de Menton. Moi, je dirais que c'est plus... elle a peur que pour son argent, mais bon, parce qu'en fait, si vous voulez, en fait, ils ont voulu la mondialisation, ils l'ont eu, et maintenant, ils voient qu'il y a des problèmes. On vous entend très mal, ça coupe. Il faudrait que vous arrêtiez peut-être parce que ça coupe, on vous entend pas. Allez-y. Ouais. Oui, ce que je veux dire, c'est que en fait. Ce gouvernement, je le trouve inapte, incompétent. Alors, il n'est pas le seul, parce que moi, je me rappelle avec Roselyne Bachelot qui avait crié au loup, et qu'il n'y avait rien eu avec le H1N1. Aujourd'hui, les gens, ils sont en fait, ils voient, on leur dit que c'est grave, et aujourd'hui, c'est sûrement grave, je pense, parce que ce virus, il déclenche des choses qui n'ont jamais été déclenchées avant, et dans tous les pays. Donc je pense qu'il y a des avis qui sont donnés par des scientifiques qui disent que dans des pourcentages de cas importants, il y a des séquelles et des choses comme ça. Donc quand on entend le gouvernement nous dire que c'est juste, que c'est grave, mais c'est juste une grippe. Alors, personne ne dit exactement ça, mais. Il y a beaucoup de spécialistes, beaucoup d'urgentistes qui sont passés sur les plateaux ces derniers jours disent c'est une grippe, c'est pas trop grave et tout. Mais ça, les gens. Ça tue tout. Parce que dans les établissements hospitaliers, tout ça, les gens ils se disent c'est juste une grippe, on prend pas de mesures, on fait pas attention, et alors que c'est là qu'il faut faire attention. Moi je pense que tout est fait, c'est ubu cette crise du coronavirus. Il y a tout et son contraire, mais il y a surtout le secteur hospitalier. Si vous allez dans un hôpital aujourd'hui, vous allez voir des gens avec des masques, et à l'autre bout du couloir, il y a des gens sans masque. Il n'y a rien
qui est cohérent. C'est pas cohérent du tout. C'est pas du tout cohérent. Merci Philippe de votre appel. Effectivement, on a aussi des témoignages, Sophie. On peut pas dire que c'est juste une grippe. Il y a des conséquences. C'est pas une grippe du tout. Le virus. Bah oui, mais non, mais vous dites c'est une petite. Ça tue comme une grosse autant grippe. Que la grippe. Ça tue plus que la grippe. Depuis hier, ils disent que ça tue 1% de plus. Ça tue beaucoup plus que la grippe. L'anticipation, en tout cas. Il y a un médecin qui dit que c'est le virus le plus effrayant qu'il a pu voir dans toute sa carrière, plus que Ebola, MERS, le SARS. Universitaire d'Harvard, qui dit Richard Hatchett, qui est le docteur en charge de trouver un vaccin. Et effectivement, j'ai lu des témoignages aussi de médecins italiens qui racontent que les poumons se retrouvent en alvéoles, qu'il y a des conséquences du virus qu'on ne peut pas prendre à la légère. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui n'en meurent pas, mais raison pour laquelle le confinement, Sophie, est la mesure efficace et ça a marché en Chine. Et si on veut éviter que toutes les entreprises... Ça a marché. Le confinement a marché. Et si on veut éviter que nos entreprises... Parce que moi, je suis entrepreneur, j'ai une salariée qui va être confinée parce que son fils est dans l'Oise et ne va pas à l'école, eh bien, je peux vous dire que je pense qu'on a tout intérêt à mettre le confinement rapidement, comme ça n'a pas été fait en Italie, pour éviter que ça se répande à tout le territoire. Alors, Matteo le cas des hôpitaux, par exemple celui de Codogno, qui a été accusé par le président du Conseil des ministres italien d'avoir loupé quelque chose. Le problème, c'est que le gouvernement italien, il avait dit non, on fait pas de quarantaine parce que c'est stigmatisant vis-à-vis des Chinois, alors que nous, on disait tout simplement de dire tout ce qui rentre de la Chine, chinois ou pas chinois. Figurez-vous que la communauté chinoise de Prato, qui est à côté de Florence, qui est une très grande communauté, est rentrée, le président de la Toscane les a fait rentrer sans les mettre en quarantaine après le nouvel an chinois. Eux, ils se sont isolés pour dire on ne sait jamais, parce que ils ont évité effectivement qu'en Toscane il y a plein de cas. Mais et quand tu dis que c'est pas grave, les hôpitaux donc prennent pas des mesures particulières, et maintenant on est au-delà de la situation de crise. Et en ce qui concerne les élections, considérez aussi le fait que en Italie on avait aussi un référendum prévu pour le 29 mars, un référendum constitutionnel d'ailleurs, pour réduire le nombre de députés et des parlementaires. Bon, on l'a décalé. Là, en tout cas, le ministre de l'Intérieur pourrait dire demain matin ou même à cet après-midi, très bien, on augmente le nombre de procurations qu'on peut faire. Donc, moi, je vote pour 4 personnes plutôt que pour 2. Pourquoi pas ? C'est une chose qu'on peut faire immédiatement. Comment on peut d'ailleurs voter faire pour 4 personnes. Non, mais je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a un porteur pour une famille, par exemple. Oui, d'accord. Voilà. Ça arrive sur les élections. Enfin, il faut que vous alliez à la mairie. Alors là, il faudrait mettre en place un truc et tu peux le faire. C'est dans 4 jours, 5 jours, 6 jours les élections. Pourquoi on y arrive toujours en retard ? Allez, on va marquer une pause. On se retrouve dans un tout petit instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. On a passé beaucoup de temps sur le coronavirus. On a Éric Merz, le président de la Fédération nationale de l'habillement, qui dit voter aux élections municipales. Est-ce l'enjeu majeur en ce moment, alors que le coronavirus va tuer bien plus de TPE et de PME et priver d'emploi des milliers de salariés? C'est vrai que les conséquences sur l'économie risquent d'être assez dramatiques. Je voulais qu'on parle de ce qui s'est passé ce week-end. Il y a eu plusieurs manifestations de militantes et d'associations féministes qui dénoncent des violences policières qui auraient eu lieu donc en marge d'une manifestation féministe et antiraciste. Cette marche a donné lieu à 9 interpellations. C'était samedi, vous le savez, à la veille de la journée internationale des droits des femmes. Des milliers de femmes se sont réunies partout en France et à Paris. Il y a eu des violences. Qu'en avez-vous pensé des violences? Moi, je trouve que les slogans, je vais vous lancer le débat, les slogans de ces femmes qui étaient là, de certaines d'entre elles en tout cas, parce qu'on ne peut pas amalgamer de la même manière, étaient quand même assez étonnantes, c'est-à-dire flics, violeurs, assassins. Et j'allais dire, après coup, c'est au UPS, non? Ou est-ce au début de la manifestation? Pas. Et puis, dans la manif, c'est-à-dire qu'il y avait des capitalistes, fachos, flics, 49.3, Palestine, il n'y avait pas de mots sur la religion, ça c'est un détail, mais quand même. Donc il y avait, quand on regarde toutes les images qu'on a pu voir... Ça c'est de la violence verbale, est-ce qu'il y a eu de la violence? On a des vidéos où on voit des femmes taper sur des vitrines également et aller au contact avec les policiers. Ça ne justifie aucune violence, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le loup et l'agneau. Oui, mais enfin, ça ne vous interpelle pas qu'aujourd'hui, il n'y ait plus une seule manifestation
plus une seule, qui ne se termine pas en affrontement aujourd'hui avec les forces de l'ordre. Là, c'est une manifestation féministe. Je repense à une manifestation qui était celle sur la marche climat, vous voyez, en septembre dernier. Sauf que on a appris ce week-end, par un article qui est sorti dans Mediapart, où ils se sont procurés des notes émanant des plus hauts gradés des services de gendarmerie et de CRS, qui disent que il y a un usage disproportionné de la force, ce sont les termes, et qu'il y a des pratiques contraires à la législation ainsi qu'à la réglementation dans l'emploi de la doctrine de sécurité telle qu'elle est mise en place depuis des mois maintenant, depuis 1 an maintenant, par le préfet l'allemand. Ces notes ont été remontées au ministre de l'Intérieur, Castaner, et au président de la République au mois de septembre, justement après la manifestation, une marche climat que j'ai évoquée il y a un instant, avec des stratégies d'engagement. Et ce qu'ils appellent engagement, c'est-à-dire le fait à un moment donné d'aller impacter les gens et de faire augmenter volontairement la violence pour créer une situation de chaos. Ce sont ces plus hauts gradés qui disent ça aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on en arrive dans une situation où, y compris le droit de manifester, est remis en cause dans ce pays. C'est-à-dire, il y a eu 20 manifs à Paris hier, elles ne se sont pas toutes mal passées. Il y a des manifestations qui se passent bien aussi. Il y a effectivement des manifestations dans lesquelles le but est casser du flic. Désolé, on les a vus, on a vu aussi plein de situations effectivement très critiques et c'est pas normal parce que les flics en bavent beaucoup aussi, ils payent une lourde contribution à cette situation. Mais ceci dit, moi honnêtement ce matin j'ai été étonné d'entendre une manifestante qui était interviewée par CNews de mémoire. Excusez-moi si je parle d'un concurrent, mais cette dame disait c'était des gestes machistes, un truc comme ça. Elle disait parce que on nous a foutus dans le métro comme si c'était le papa qui voulait envoyer à la maison les filles. Alors là, c'était un peu de construction, honnêtement. Si on veut utiliser une manifestation pour faire de l'idéologie, etc., allez-y. Mais alors on le fait avec tout le monde. Alors on permet à tout le monde de faire son idéologie. Parce que là, en ce moment, s'il y a une manifestation de gauche, on permet beaucoup de choses. S'il y a une manifestation qui n'est pas de gauche, donc qui est de n'importe quelle autre chose, c'est rien permis. Et pour revenir à la manifestation de la marche du climat, moi je me rappelle par contre qu'il y avait aussi des Black Blocs qui sont intervenus. Et les Black Blocs, moi ça fait 1 an et demi que je dis les policiers peuvent les reconnaître parce que tout le monde les reconnaît si on est dans une manifestation. Et je me demande pourquoi ils ont laissé agir des gens comme ça et peut-être pour avoir le prétexte d'encadrer, d'encercler, comme vous disiez, les gens. Les policiers, en tout cas de ce qu'on n'ont pas le droit dans la loi de frapper s'ils ne sont pas eux-mêmes attaqués. D'encercler, de provoquer, d'envoyer des gaz lacrymogènes dans une situation d'enfermement, c'est ça que dénoncent ces plus hauts gradés. C'est plus haut gradé dénonce effectivement le nassage, mais sans exaction, il n'y a pas d'usage de la force. Non, mais théoriquement. Dans l'article, il est dit clairement, et les témoignages le disent, que par exemple, sur la manif, sur la marche climat, il y avait effectivement des Black Blocs, que pour une fois, ils n'étaient pas agissants. Et que, écoutez, c'est pas moi qui le dis, moi, il y a des gens qui étaient sur place et dont c'est le métier, et qui disent que ce sont les propres forces de l'ordre qui ont reçu à un moment donné la consigne d'aller les impacter, eux, mais aussi d'autres manifestants qui, pour le coup, n'avaient il n'est pas impossible que effectivement les flics soient au bout du rouleau. Oui, ça c'est évident. Et qu'ils soient plus violents qu'il ne faudrait. Mais je crois que leur jeter la pierre. Je veux dire que qu'est-ce qu'ils prennent dans la gueule depuis 1 an, les flics. Mais là, le gouvernement est en cause. Vraiment, la manière dont il a utilisé les forces de l'ordre. Moi, je suis désolé, en tant que citoyen, je ne me sens pas en sécurité pour aller manifester pour une cause. Je suis pas un Black Bloc. Mais pas à cause des flics, en tout cas. Mais pas à cause des flics, mais à cause du climat qui a été instauré. Je suis désolé. Mais qui a instauré ce climat? Mais moi, je pense qu'il y a un problème au niveau du ministère de l'Intérieur, c'est évident. Les flics sont la cible des terroristes qui vont les tuer aussi chez eux. Les flics sont la cible aussi des réductions de leur retraite. Et donc, ils sont pris en tenaille entre effectivement un gouvernement qui leur demande beaucoup de choses. Je me suis retrouvé dans des nassages avec écrit presse qu'on ne pouvait pas me louper, honnêtement. Et on ne m'a pas ménagé. Enfin, j'ai réussi à m'en sortir, mais la presse a pas moi j'étais en train de faire j'étais en train de faire mon travail. J'ai tapé personne. On a un auditeur, Mohamed, en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour à vous, oui, bonjour à vos auditeurs. Oui, je m'aperçois que toutes les manifestations, gilets jaunes ou autres, là, les féministes se terminent très mal. Alors je me dis, est-ce qu'il y a un problème des services d'encadrement de ces manifestations, donc ils sont pas bien organisés, comme les syndicats, ou il y a vraiment un problème
des cadres de la police, donc gendarmerie, tout ça, ils sont pas à la hauteur. Là, j'ai entendu Madame de Monteuil, je crois qu'il disait qu'ils sont à bout. Mais vous savez, dans tous les métiers, les gens là, ils sont à bout. Si les médecins, quand ils sont à bout, ils font n'importe quoi, ça c'est pas possible. Je pense qu'il y a vraiment, ou Castaner n'est pas à la hauteur, donc il a mis les cadres au niveau de la gestion de la police et qui sont des incapables, ou vraiment il y a un vrai problème. On peut pas. J'ai rien contre la police, tout au contraire, je suis bien content de les trouver. Mais on sent qu'il y a un malaise, on sent que... Il y a un malaise, mais il y a aussi, monsieur, un malaise chez les pompiers qui se font attaquer. Alors les pompiers, on peut quand même pas dire qu'ils sont violents. Ouais. Ils sont attaqués, y compris par les forces de sécurité de ce pays, désormais. Mais là, sur ce qui s'est passé, Mohamed, j'entends ce que vous dites, effectivement. Mais vous dites quoi? Parce que c'est pas... Moi, ce qui me gêne, c'est le manichéisme. C'est-à-dire, c'est les gentils manifestants contre les méchants flics. Il y a eu des images. Si vous regardez, il y a eu un policier qui a été blessé par jet de projectile. Il y a quand même eu des dégradations. Il y a eu aussi des images des gens qui piétinaient le visage du président de la République devant l'Assemblée nationale, non? Plus la guillotine, plus c'était le pas reste. vraiment Et on a pu voir des images de policiers qui portaient secours aussi aux manifestants. Parce que justement, vous avez raison, Valérie, il n'y a pas des gentils et des méchants. Non, moi, je suis favorable à une police républicaine qui respecte les règles républicaines. Mais quand vous avez des manifestants qui ne respectent pas les règles, mais aujourd'hui, ce que je vous dis et ce que disent ces rapports, c'est que la confrontation est instaurée volontairement, politiquement, parce que des directives sont données en ce sens pour l'instrumentaliser. Ce n'est pas moi qui le dis. Des élus de la République, d'ailleurs des parlementaires, sont allés piétiner le visage du président de la République. Non, mais ça, c'est une violence, Mathéo, c'est une violence symbolique. Non, mais des gens qui sont... On est en France, et en France, on a une tradition de violence symbolique. Il y a une tradition de violence aussi. Oui, mais symbolique aussi. Et je pense que pas seulement symbolique. Et je pense que ce qui est grave aujourd'hui, c'est qu'on a une montée aux extrêmes et que d'un côté comme de l'autre, on sent que toutes les barrières sont lâchées. Et moi, ça m'inquiète beaucoup. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a une utilisation disproportionnée de la force. Mes enfants voient des élus de la République qui sont élus, qui sont censés représenter tous les Français, aussi des enfants, merde, excusez-moi, mais je ne tolère pas que des élus, qui d'ailleurs sont payés aussi avec mes impôts, guillotinent le président de la République. Je suis que les gens sont les moins que rien. Non, le symbole est très fort et on ne peut pas accepter n'importe quel symbole. Allez, on se retrouve demain. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous en pleine forme pour une nouvelle semaine. Très bonne journée sur Sud Radio.